Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment suivre vos données boursières sur Excel. Premièrement, il faut identifier quelle compagnie vous voulez suivre. Donc moi j'ai choisi Apple, Tesla et Microsoft pour l'exemple aujourd'hui. Donc pour transformer ces données-là en données boursières, il suffit de soit écrire premièrement le nom officiel de la compagnie ou l'index, sélectionner les données ici, se rendre dans l'onglet de données et sélectionner données boursières. Ça se peut qu'un menu apparaisse à droite pour venir spécifier c'est quelle compagnie vous désirez suivre. Sélectionnez la bonne en fonction de celle que vous voulez. Donc moi je veux bel et bien l'icône Tesla, TSLA. Je sélectionne et c'est rendu une donnée boursière comme le reste de mes données ici. Donc vous voyez que le format de mes cellules est maintenant changé. C'est maintenant rendu des données boursières. Si vous cliquez sur l'icône à côté de vos données ici, vous pouvez voir apparaître le nom officiel de la compagnie ainsi que les données en temps réel, toutes détaillées ici, ainsi qu'une description de la compagnie et un lien vous permettant d'en savoir plus sur l'action en tant que telle. Si on se positionne à côté des données boursières ici et on essaie de faire une formule utilisant ces données-là, on peut voir tout de suite qu'il y a un menu déroulant qui va apparaître nous demandant ce qu'on veut exactement faire apparaître de cette donnée boursière-là. Donc, il y a toutes les options ici. Devise, employé, description, le haut depuis 52 semaines. Moi, je veux le volume. Donc, je vais faire apparaître le volume. Donc, en spécifiant E30.volume, on veut trouver le volume de Apple. Et on peut voir que ça nous le donne ici. Si on retourne dans nos données ici pour voir si c'est exact, oui, ce l'est. Donc, on peut voir dans l'exemple plus haut qu'on peut faire des tableaux quand même développés avec des données en temps réel sur les stocks qu'on choisit. Sur cette page-ci, vous pouvez voir la plupart des différentes propriétés qu'on peut faire apparaître à propos d'une action en particulier. Et vous pouvez voir assez vite qu'il y a plein d'usages possibles pour les graphiques pour veiller sur les actions de votre choix ou votre portfolio. Donc, dans les prochains exemples, on utilise la fonction historique action avec d'autres fonctions dynamiques pour faire parler nos statistiques. Il y a plusieurs facteurs dans la fonction historique action, donc voici leurs explications. Le premier paramètre s'appelle action. Nous ici on a choisi B8, mais action dans le fond ce que ça fait, c'est un champ obligatoire. Il faut être capable de dire c'est quoi le symbole de l'action ou de l'instrument financier pour lequel on souhaite récupérer les données. Donc quand on sélectionne une donnée boursière, Excel est capable d'aller identifier le symbole dans nos données. Après on a la date de début et la date de fin. C'est la date de début pour la période que vous souhaitez obtenir et la date de fin des périodes de données qu'on souhaite obtenir. Donc ces champs-là, ils doivent être reconnus par Excel comme étant des formats de date pour que la fonction A fonctionne. Le prochain paramètre, c'est l'intervalle. Donc ça vient spécifier l'intervalle de temps pour les données qu'on a choisies. Ça peut soit être des données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Des données quotidiennes, on indique le numéro 0 à l'intérieur de la fonction. Le numéro 1, c'est les données hebdomadaires et numéro 2, c'est les données mensuelles. Ensuite, on a le paramètre des en-têtes. Ça, c'est un paramètre qui contrôle l'affichage des en-têtes des colonnes. Si on indique 0 dans ce paramètre-là, on veut aucune en-tête dans nos colonnes. Donc, quand on dit en-tête de colonne, c'est, admettons, clôture ici. Ça, c'est une en-tête de colonne. Quand on indique 1, on veut afficher les étiquettes des colonnes. Et quand on indique 2, on affiche les noms des instruments et des étiquettes des colonnes. Par défaut, Excel, il met ce paramètre-là pour qu'on soit capable d'afficher les étiquettes de colonnes seulement. Donc, on peut voir ici que dans ma fonction historique action, l'action que j'ai choisie, c'est CNQ. La date de début est spécifiée à l'intérieur de mes cellules ici et la date de fin également. Quand vient le temps de spécifier l'intervalle et les en-têtes, j'utilise des fonctions équipe à l'aide d'un menu déroulant ici. Vous voyez que le menu il se déroule ici. Et vous remarquez qu'à la fin de l'imbrication des équives à l'intérieur de ma fonction historique action, on a des -1. On indique -1 ici parce que quand on fait des équives, notre tableau de recherche ici, il part à 1. Puis nous, nos données à l'intérieur de notre intervalle et en-tête ici, ces paramètres-là commencent avec 0. Donc, on enlève 1 à chaque fois qu'on a équive ici pour avoir les bons paramètres en fonction de historique.action. Donc, avec en-tête ici, on est capable de faire apparaître les en-têtes sur chaque colonne. Si on veut avoir une en-tête et le titre de l'action, ça va apparaître comme ça ici. Si on ne veut pas d'en-tête, on peut tout simplement les enlever, comme ça ici. Ceci étant dit, tout dépendant de ce que je spécifie dans un des menus déroulants en haut ici, je suis capable de faire un graphique qui prend en compte des clôtures de CNQ à chaque mois, parce que oui, j'ai mentionné que la fréquence va être mensuelle, des 2 dates spécifiées en haut, ici. Donc si je m'en vais dans les graphiques et je fais ça rapidement, comme ça ici, je peux modifier le tout, je peux l'agrandir. On voit maintenant les clôtures mensuelles à chaque mois de l'année 2023.
je veux les données quotidiennes maintenant, on peut voir que la zone de traçage est pas mal plus claire et ça ressemble réellement à nos données boursières ici. Et si vous regardez attentivement dans nos données ici, on peut voir que des fois, ils ont fait des sauts, mettons, du 20 janvier au 23 janvier. Ça veut dire que les données boursières ne prennent pas compte soit des jours fériés ou des fins de semaine parce que pendant ces jours-là, le marché est fermé. Il y a un autre paramètre à l'intérieur de historique.action que je n'ai pas encore discuté parce que nous n'avons pas encore utilisé ce paramètre-là. Ce paramètre s'appelle propriété. Dans le fond, ce que propriété veut dire, c'est que ça permet de faire afficher des propriétés à propos de l'action. Donc, il y en a 6 qu'on peut choisir de mettre dans nos tableaux et ils marchent toutes avec des nombres, commençant de 0 et finissant jusqu'à 5. Vous pouvez voir en bas ici toutes les indications. Date, c'est égal à 0. La clôture, c'est égal à 1. L'ouverture, c'est égal à 2. Pour avoir le prix le plus élevé atteint par l'action au cours de la journée, on spécifie 3 pour plus haut. Et pour le prix le plus faible, on spécifie 4 pour le plus bas. Et pour savoir le nombre total d'actions échangées au cours de la journée, on indique 5 pour volume. Donc dans mon exemple ici, on peut voir qu'on utilise toutes les propriétés. On a la date, le volume, l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture. Et on peut voir aussi que toutes les propriétés y affichent en ordre d'apparition. On voit que malgré que le volume, c'est le numéro 5 dans les fonctions de propriété, puisque le volume a été mentionné dans la propriété 2 ici, ben, il va apparaître en deuxième. Donc, ces chiffres-là ne vont pas apparaître en ordre de croissance, mais bien en ordre de propriété indiquée dans la fonction historique action. Donc, un autre truc super, c'est d'être capable de faire un graphique boursier à l'aide des propriétés. Donc, si moi, je sélectionne toutes les données avec lesquelles je veux faire un tableau, je vais prendre la date, le volume, l'ouverture, plus haut, plus bas et clôture. Et je me dirige sur Insertion, graphique commandé. Je m'en vais dans tous les graphiques ici et je m'en vais dans un graphique boursier. On peut voir que le dernier paramètre ici, c'est un graphique volume, ouverture, max, min, clôture. C'est parfait parce que j'ai tout sélectionné ça ici. Donc ça ressemble à ça ici. On peut appuyer sur OK pour le sélectionner et on peut agrandir le tout et le modifier à notre goût. Par exemple ici, ça c'est vert selon moi et ça ici, ça devrait être rouge selon moi. Et comme ça ici, on est capable de faire un graphique qui prend en compte toutes les données, soit le plus haut, le plus bas, l'ouverture et la clôture, ainsi que le volume en arrière sur une deuxième échelle. Les données boursières sont donc également compatibles avec tout graphique Sparkline. Il s'agit de sélectionner les données avec lesquelles on veut faire un graphique Sparkline. On s'en va dans Insertion, dans graphique Sparkline ici, et moi je vais appuyer cette fois-ci sur histogramme, on va dire. Puis là, plage d'emplacement, on peut choisir plusieurs cellules ou tout simplement une cellule. Si moi je sélectionne une cellule ici, ça va ressembler au résultat que j'ai en haut ici. Si je fais aller tout vers le haut et vers le bas, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.